Toute la ville s'est moquée du retour de la vieille dame, après 20 ans de prison, jusqu'à ce que la vérité éclate. On lui montrait du doigt la ville qu'elle avait autrefois habitée. On l'a raillée, on l'a traitée de folle parce que, 20 ans plus tôt, elle avait incendié un bâtiment de l'État sans jamais donner d'explication. Le bus s'arrêta, non pas par reddition, mais par résignation. Il s'immobilisa en glissant sur le bord de la route 11, là où se dressait jadis un panneau Greyhound, désormais rongé par la rouille et tombé de son poteau au cours des 10 dernières années. Le chauffeur ouvrit brusquement la portière. Il empruntait cette route depuis 6 ans sans jamais déposer un seul passager à Edon, en Caroline du Nord. Il n'y avait rien qui vaille la peine de s'arrêter ici. Mais aujourd'hui, la femme se leva de son 14e siège. Elle avançait lentement, non par faiblesse, mais par expérience. 20 ans lui avaient appris que la précipitation attire l'attention, et l'attention les ennuis. Elle s'agrippait fermement au dossier de son siège en descendant l'allée, les jointures gonflées, les doigts crispés comme s'ils avaient connu le béton froid et les hivers interminables. Elle portait un simple sac en plastique transparent, de ceux qu'on vous donne à la sortie de l'hôpital. À l'intérieur, un peigne auquel il manquait 3 dents, une Bible à la reliure abîmée, une photo si usée que ses bords étaient doux comme du tissu, et 47 $ en espèces. Elle descendit du bus un mardi après-midi d'octobre, et l'air la frappa comme une force vivante. Il sentait l'herbe fraîchement coupée et la fumée de cheminée, avec cette douce odeur poussiéreuse si particulière d'une ville qui n'avait pas changé d'avis depuis longtemps. Le bus s'éloigna, la laissant plantée sur le bas-côté gravillonné, vêtue d'une combinaison orange trop petite. Elle flottait sur sa silhouette frêle, taillée pour la femme qu'elle avait été 20 ans plus tôt, et non pour celle qu'elle était devenue. Ses cheveux étaient blancs à présent, coupé court et pratique. Son visage arborait cette immobilité étrange, propre à ceux qui, pendant des années, ont gardé leurs expressions enfermées derrière une porte qu'ils n'ouvraient jamais aux inconnus. Elle s'appelait Hazel Callaway. Elle avait 68 ans et venait de sortir de prison après 20 ans, 4 mois et 11 jours passés à l'établissement correctionnel de Mecklenburg. Elle resta là longtemps, à regarder la route qui menait en ville, 1,5 kilomètre, peut-être 2. Chaque matin, elle marchait plus longtemps pour rentrer à la maison. Cela n'aurait rien dû signifier, mais ses jambes refusaient d'avancer. Ce n'était pas la peur. Hazel avait épuisé ses dernières réserves de peur vers 2012, allongée sur le lit de camp en métal, fixant la tache d'eau au plafond qui ressemblait à une femme agenouillée. Ce qui la retenait là, au bord de la route, était plus difficile à définir. La conscience que chaque pas la rapprochait de ceux qui croyaient les pires choses qu'on avait pu dire sur elle, ceux qui, pendant 20 ans, les répétaient à l'église, au restaurant, dans les files d'attente de l'école où sa petite fille avait jadis fait ses premiers pas. Elle ajusta le sac en plastique qu'elle tenait à la main et se mit en marche. Edon, en Caroline du Nord, était de ces endroits chargés d'histoire. Sa place principale était ornée d'une statue en bronze représentant un homme à cheval dont le nom était tombé dans l'oubli. On y trouvait 3 églises et un salon de coiffure qui avait survécu à 4 récessions. Il y avait aussi un restaurant nommé Nels, où l'on servait un café si fort qu'il pouvait décaper le vernis à ongles, et des tartes si délicieuses qu'on en oubliait presque le café. Et puis, il y avait la mémoire, tenace comme un piège. Il y a 20 ans, Hazel Callaway a été reconnue coupable d'incendie criminel au 1er degré et de 2 chefs d'accusation de destruction de biens publics. Un dimanche soir de mars, elle a incendié le bureau des archives du comté d'Edmonton, réduisant en cendres tous les titres de propriété, tous les plans cadastraux, tous les documents attestant de la propriété des terres du comté d'Albemarle depuis 1923. 80 ans d'archives foncières anéanties, réduits en cendres qui ont jonché la place de la ville pendant 3 jours, tels des flocons de neige noire. L'accusation a soutenu qu'elle avait agi par pure vengeance.
On l'a décrite comme une femme amère, furieuse à cause d'un différend foncier et dévastée par la mort de sa fille. L'État l'a qualifiée de dangereuse. Le juge l'a érigée en exemple. La ville l'a jugée folle. Et Hazel Callaway, debout dans cette salle d'audience, les bras croisés et le dos droit, ne dit absolument rien, pas un mot pour sa défense. Le jury avait délibéré pendant moins de 2 heures, 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. La salle d'audience était comble. Des gens qu'elle avait connus toute sa vie étaient assis sur ces bancs en bois et la regardaient se faire menotter. Certains hochèrent la tête, satisfaits. D'autres détournèrent le regard. Personne ne se leva. C'était en 2005. Nous étions maintenant en 2025. Et la femme que ces gens avaient effacée de leur mémoire revenait en ville, vêtue de la même combinaison qu'ils lui avaient vue pour la dernière fois. Le premier à la remarquer fut Dale Reggins, assis sur un banc devant la quincaillerie, un gobelet de café en polystyrène à la main, faisant ce qu'il faisait de mieux, observer la route et commenter tout ce qui bougeait. Il plissa les yeux, cligna des paupières. Puis il laissa échapper un rire bref et sec, comme un aboiement. « Bon sang !» se dit-il. « C'est Hazel Callaway ?» En moins de 10 minutes, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, au Nell's Diner, à la Poste, sur le parking de l'église baptiste et dans les 3 groupes WhatsApp qui composaient le système nerveux des Donnes. « Elle est de retour ! Hazel Callaway qui descend la rue principale en tenue de prisonnière. » Quand Hazel arriva sur la place du village, des gens la regardaient. Pas des dizaines, et Don n'était pas assez grand pour des dizaines, mais suffisamment, 15, peut-être 20. Ils se tenaient par petits groupes près des vitrines, les bras croisés, les lèvres en mouvement. C'est ainsi que se rassemblent les gens qui ont déjà pris leur décision et qui cherchent simplement à se rassurer. Une femme que Hazel ne reconnaissait pas, plus jeune, la quarantaine peut-être, les cheveux méchés et vêtue d'un gilet matelassé, pointa du doigt comme une enfant devant un cirque. « C'est elle », dit-elle à l'homme à côté d'elle, « celle qui a incendié les archives. Ma mère disait qu'elle était complètement folle. » Le groupe d'hommes près du poteau du barbier ne prit même pas la peine de baisser la voix. 20 ans et elle revient ici. Pourquoi reviendrait-elle? Rien, la maison est vide depuis qu'ils l'ont mise à la porte. Elle doit être pleine de ratons laveurs maintenant. Elle aurait dû rester où elle était. Hazel entendit chaque mot. Elle les entendait comme on entend la pluie par la fenêtre. Consciente, elle les enregistrait, choisissant de ne pas les laisser entrer. Elle garda les yeux fixés droit devant elle et un pas régulier, traversant le flot de chuchotements et de regards, comme si elle traversait un champ ouvert et que les tireurs embusqués n'avaient pas encore trouvé leur cible. Une voix se fit entendre plus fort que les autres. Un homme, plus âgé, se tenait près du monument aux morts, les mains dans les poches de sa veste. Elle le reconnut. Gerald Humphrey. Il avait travaillé à la coopérative agricole quand elle était jeune. Il avait 80 ans maintenant, peut-être plus, le visage creusé comme une citrouille pourrie. « Hé, Hazel !» lança Gerald. « Tu es revenu pour brûler autre chose ?» Des rires, pas de tout le monde, mais suffisamment nombreux. Le son rebondit sur les façades de briques et la frappa en plein cœur. Elle s'arrêta une seconde terrible. Toute la place retint son souffle. Les spectateurs virent ses épaules se tendre, son menton s'affaisser, ses jointures blanchir tandis qu'elle serrait le sac en plastique. Et ils se demandèrent, certains avec une véritable ferveur, ce qu'elle allait faire. Car l'histoire d'Hazel Callaway était celle d'une femme brisée. Et la voilà de nouveau sur cette même place, portant le même fardeau d'humiliation comme un uniforme dont elle ne pouvait se défaire. Mais Hazel ne craqua pas, elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle releva la tête, regarda Gerald Humphrey avec une expression qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus ancien et de plus dur que la colère, quelque chose de compressé par 20 ans de silence, d'une dureté implacable. Et elle dit doucement, pour que seuls ses proches puissent l'entendre, « Je suis chez moi, Gerald. C'est tout. » Puis elle tourna à gauche sur Sycamore Street
et continua son chemin. La maison se dressait au bout d'un chemin de terre qui avait jadis été un chemin de gravier, en retrait de la rue par un jardin qui n'en était plus un depuis longtemps. Les mauvaises herbes avaient envahi tout sur moins d'1 mètre. Les vignes avaient envahi tout au-dessus. Le catalpa était devenu si imposant que ses branches pressaient contre le toit du porche, comme des doigts essayant d'ouvrir la maison de force. Hazel se tenait au bord du terrain et contemplait l'endroit où elle avait élevé sa fille, où elle avait fait des conserves de tomates, étendu le linge et lu des livres de la bibliothèque sur le porche au chant des grillons. Là où elle avait tenu sa petite fille pour la première fois, une fillette de 7 mois dont les yeux posaient déjà des questions auxquelles le monde ne voulait pas répondre. Le toit penchait sur la gauche. 2 fenêtres étaient brisées, recouvertes de contreplaqué gondolés et noircies par l'humidité. La porte d'entrée était entr'ouverte, sa structure bombée, comme si la maison avait tenté de communiquer pendant 20 ans avant de renoncer. Elle monta prudemment les marches du perron, les testant une à une avant de poser le pied. La 3e grinça, mais tint bon. Elle poussa la porte. À l'intérieur, la lumière était grise et tamisée. La poussière recouvrait toutes les surfaces si d'une épaisse couche qu'elle formait une texture à part entière, douce et duveteuse, comme si la maison s'était recouverte d'une peau. Des toiles d'araignée reliaient le plafond aux tringles à rideaux en d'épaisses courbes architecturales. Dans le salon, le fauteuil était exactement là où elle l'avait laissé, légèrement incliné vers la fenêtre, comme s'il attendait qu'elle s'y assoie à nouveau. L'air embaumait le moisi, le vieux bois et une douce odeur, peut-être le souvenir de la lavande qu'elle gardait jadis en pot sur les rebords de fenêtres. Hazel posa son sac en plastique sur le plan de travail de la cuisine. La surface était collante de poussière. Elle passa le doigt dans la poussière, traçant un trait net, comme une écriture dans la neige. Elle ouvrit le placard au-dessus de l'évier. À l'intérieur, exactement comme elle les avait laissés, se trouvaient 4 tasses en céramique à fleurs bleues. Elle les avait achetées lors d'une braderie paroissiale en 1998. Elles étaient ébréchées et poussiéreuses, mais intactes. Toutes les 4 étaient alignées, tels des soldats à leur poste. Elle en prit une, la tint entre ses mains, et pour la première fois depuis sa descente du bus, son visage changea, mais ce ne furent pas des larmes. Hazel Callaway ne pleurait pas en public, et 20 ans de séparation avaient ancré cette habitude en elle. Mais quelque chose dans sa mâchoire s'était adouci. Une lueur vacillait dans son regard, comme une étincelle qui ne s'éteint jamais vraiment. Elle posa sa tasse et ouvrit le robinet. Rien. Pas d'eau, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle essaya l'interrupteur. Toujours rien. Méthodiquement, elle parcourut la maison, pièce par pièce, faisant l'inventaire de ce qui restait et de ce qui avait disparu. Le matelas était toujours là, dans la chambre, taché et imprégné d'une odeur de moisi. Le miroir de la salle de bain était fendu en diagonale, divisant son reflet en 2 moitiés disparates. Dans la petite pièce du fond, celle qui avait été celle de sa fille, puis celle de sa petite-fille, le papier peint se décollait en longs lambeaux, s'enroulant comme des volutes. Sur le sol de cette pièce, à moitié cachée sous un morceau de cloison sèche effondré, elle trouva un dessin d'enfant fait au crayon sur du papier. Une maison, un arbre et 2 personnages se tenant la main, l'un grand, l'autre petit, avec « Moi et grand-mère Ruth » écrit en lettres irrégulières en haut. Hazel le ramassa, le tenant comme s'il était fait d'une matière fragile qui pourrait se briser au moindre souffle. Puis elle le plia soigneusement et le glissa dans la Bible. Elle retourna sur le perron et s'assit sur la première marche, la chaise étant complètement pourrie. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres ambrées sur le jardin envahi par la végétation. Quelque part dans les arbres, un oiseau imitateur répétait son répertoire de chants volés. Elle resta assise à réfléchir à ce qu'elle avait fait et à ce qu'on lui avait fait, et à la distance qui les séparait. 20 ans, c'est long pour porter un tel fardeau. Assez long pour que ce poids devienne une partie intégrante de votre être. Assez long pour oublier qui vous étiez sans lui. Mais elle n'avait rien oublié.
C'est ce que personne à Edmonton n'avait compris. Ce que le juge qui l'avait condamné aurait dû craindre. Ce qui aurait dû tourmenter les hommes qui avaient bâti leur fortune sur son silence. Hazel Callaway n'avait rien oublié. Ni les documents qu'elle avait trouvés au sous-sol des archives, la veille de les incendier, ni les noms qui y figuraient, ni les signatures qui ne correspondaient pas à celles des personnes qui les avaient apposées. Ce n'étaient ni les titres de propriété falsifiés, ni les plans redessinés, ni les limites de propriété discrètement et soigneusement modifiées pendant des décennies pour spolier les terres de famille sans avocat qui n'avaient posé aucune question, qui ignoraient que le sol sous leurs pieds avait été vendu par des personnes qui n'en avaient jamais été propriétaires. Elle avait tout découvert. Elle avait compris ce que cela signifiait et on lui avait donné le choix. Détruire les preuves ou les laisser être utilisées. Car les instigateurs du vol, et c'étaient bien des personnes, chacune assise dans un fauteuil en cuir, dans un bureau portant son nom, lui avaient clairement fait comprendre l'alternative. Si Hazel révélait l'affaire au grand jour, si elle tentait de montrer ses documents à qui que ce soit, elle n'en subirait pas les conséquences. Leurs actes auraient des conséquences pour ceux qu'elle aimait, sa petite fille, des familles qui avaient déjà perdu leurs terres sans le savoir, des gens qui vivaient encore sur des terres volées, ignorant qu'un simple coup de fil pouvait les laisser sans abri. « Brûlez tout », lui ont-ils dit. « Brûlez tout, et personne ne souffrira davantage. Refusez, et nous ferons un exemple, pas de vous, mais d'eux. » Alors, Hazel a brûlé. Elle a réduit le bureau des archives en cendres et s'est laissée arrêter. Elle est restée assise dans cette salle d'audience tandis que l'accusation l'a qualifiée d'instable et de dangereuse. Et elle n'a rien dit, car parler aurait signifié expliquer ses motivations, et expliquer ses motivations aurait signifié dénoncer des personnes. Et dénoncer des personnes aurait signifié déclencher une guerre que les plus faibles des dons perdraient. Elle a choisi la prison. Elle avait choisi 20 ans de béton et de lumière fluorescente, une nourriture sans saveur, des nuits si longues qu'elles en distordaient le temps. Elle les avait choisis comme une mère se jette sous une voiture. Non par choix, mais par nécessité, parce qu'elle était la seule à rester là. Et maintenant, elle était de retour. Non pas parce qu'elle avait pardonné à qui que ce soit, non pas parce qu'elle avait tourné la page, non pas parce que la prison l'avait adoucie, brisée ou lui avait appris à lâcher prise. Elle était revenue parce qu'elle avait 68 ans et n'avait nulle part où aller. Parce que cette maison, délabrée, oubliée et envahie, était encore la sienne. Parce que la ville qui s'était moquée d'elle 30 minutes plus tôt reposait sur un sol imprégné de mensonges. Et quelque part au fond d'elle-même, dans une partie restée intacte malgré 20 ans de silence, elle savait que la vérité subsistait. Pas dans ses documents, ils avaient disparu, elle s'en était assurée. Mais dans les gens, dans ceux qui avaient signé, dans ceux qui avaient profité de la situation, dans ceux qui, assis dans cette salle d'audience, l'avaient vue emmener sans jamais se demander pourquoi une femme sans antécédent de violence, sans casier judiciaire, sans raison apparente, était entrée dans un immeuble un dimanche soir et y avait mis le feu. Personne ne s'est demandé pourquoi, pensa Hazel, tandis que les oiseaux artificiels chantaient, que le soleil se couchait et que la maison l'enveloppait comme un vieux manteau qu'il ne lui restait plus qu'à porter. Cette première nuit, Hazel dormit sur le sol de la cuisine, sa veste lui servant d'oreiller et sa Bible comme preuve qu'il existait encore quelque chose de concret à portée de main. Elle dormait mal, elle n'avait pas bien dormi depuis 20 ans. Mais cette insomnie était différente. En prison, elle ne pouvait pas dormir car le bruit était incessant. Des portes métalliques, des cris lointains, le bourdonnement institutionnel d'un bâtiment qui ne fermait jamais. Ici, le silence était si complet qu'il semblait avoir une texture. Il lui pesait sur les oreilles comme du coton. Allongée dans le noir, elle écoutait la maison respirer, le craquement des vieilles poutres, le bruissement de quelque chose de petit dans les murs, le vent qui s'infiltrait par les fissures qu'il lui fallait colmater avant l'arrivée du vrai hiver. Et elle fit une liste, pas sur papier. Hazel n'avait rien écrit depuis 20 ans, pas depuis qu'elle avait appris que tout ce qui était écrit pouvait être lu, confisqué,
utilisé. Elle dressa mentalement une liste, comme elle le faisait pour chaque projet depuis 2005. De l'eau, de l'électricité, un matelas confortable pour dormir, de la nourriture. Et puis, une fois ses besoins essentiels satisfaits, ce pourquoi elle était vraiment revenue n'était pas la vengeance. Hazel n'avait jamais été attirée par la vengeance. La vengeance était bruyante et chaotique, et elle blessait les mauvaises personnes. Non. Le matin arriva lentement, comme en octobre, lorsque le soleil doit se frayer un chemin à travers le brouillard pour atteindre le sol. Hazel s'éveilla dans une lumière grisâtre et pâle, avec une raideur si intense dans le bas du dos qu'elle semblait viscérale, comme si sa colonne vertébrale avait fusionné avec le plancher pendant la nuit. Elle resta immobile une minute entière, respirant profondément, laissant son corps se souvenir qu'elle se sentait à sa place ailleurs que dans une cellule de 2 mètres sur 2. Puis elle se leva, car c'était son habitude. Elle se lava le visage avec l'eau d'une bonbonne achetée dans une station-service près de Raleigh, son dernier achat avant de prendre le bus. Elle but quelques gorgées, consciente du peu d'eau qui lui restait. Puis elle lissa sa salopette, passa un peigne cassé dans ses cheveux et sortit dans cette matinée qui vous fait oublier, l'espace d'un instant, que le monde est cruel. Le brouillard enveloppait les plaines, et le catalpa s'y drapait comme une femme dans un châle blanc. Des toiles d'araignée, accrochées à la rambarde du porche, retenaient de minuscules gouttelettes d'eau qui captaient la lumière naissante. Un corbeau, perché sur la clôture, à l'orée du jardin, l'observait avec la méfiance polie d'un voisin qui en a vu des vertes et des pas mûres, mais qui préfère ne pas se prononcer. La première préoccupation d'Hazel fut l'eau. Elle se souvint, sa mémoire vive, classée dans une catégorie qu'elle qualifiait d'utile et régulièrement consultée depuis 20 ans, que la maison possédait un puits, non raccordé au réseau d'eau municipal, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas été désaffecté, mais simplement laissé à l'abandon. Le puits se trouvait dans le jardin, derrière ce qui avait été un potager, désormais envahi par un épais fourré de verges d'or et de ronces hautes comme la taille. Elle le trouva après 10 minutes de marche pénible à travers les broussailles. La dalle de béton était toujours en place, la pompe manuelle rouillée, mais intacte. Elle actionna la manivelle. Rien. Toujours rien. Au 6e coup de pompe, quelque chose remonta des profondeurs de la terre. Au 9e, un mince filet d'eau brunâtre, puis un flot plus important qui s'éclaircit peu à peu. Elle laissa l'eau s'écouler pendant 5 minutes, observant sa couleur passer du brun au rouille, puis à une teinte presque transparente. Elle remplit ensuite un seau et le rapporta à la maison, les mains tremblantes d'effort, le visage impassible. Une tâche accomplie, une centaine à faire. À midi, elle avait frotté le sol de la cuisine à genoux avec l'eau du puits et un chiffon arraché à un vieux rideau. Elle balaya le salon, traîna le matelas déchiré dans la cour et ouvrit en grand toutes les fenêtres encore ouvrables pour aérer. La maison réagit à l'attention comme un patient sortant d'une anesthésie, lentement, à contre-cœur, mais avec un sentiment de soulagement. Elle se reposait sur le porche lorsqu'un camion s'arrêta. C'était un vieux Ford du début des années 2000. La peinture bleue avait viré au gris crayeux. La benne était chargée d'objets divers, des planches, une bâche roulée, ce qui ressemblait à une caisse de conserve. Le conducteur coupa le moteur et resta assis un instant, observant Hazel à travers le pare-brise. Puis la portière s'ouvrit et une femme en sortit. Elle avait environ 55 ans, était rondelette, la peau mate et les cheveux courts, grisonnants aux tempes. Elle portait des bottes de travail, un jean et une chemise de flanelle aux manches retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras qui témoignaient d'une vie passée à effectuer des tâches exigeant une bonne prise en main. Son visage semblait fait pour la conversation directe. Des yeux écartés, une mâchoire proéminente, une bouche dont la ligne n'était ni tout à fait un froncement de sourcils, ni autre chose. Elle s'avança jusqu'au bord de la cour et s'arrêta. « Hazel Callaway, dit-elle. Ce n'est pas une question. »« Exactement. Je m'appelle Délice Sims. Je suis propriétaire d'une quincaillerie sur Broad Street.
C'était Talbets avant, jusqu'à ce qu'Henri Talbot meure d'alcoolisme. Hazel la regarda attentivement. « Je ne vous connais pas? Il n'y a aucune raison que vous me connaissiez. » « J'ai déménagé ici en 2011, venant de Durham. » De là jeta un coup d'œil à la maison, puis à Hazel. « J'ai entendu dire que tu étais de retour? J'ai aussi entendu dire que la moitié de la ville réagissait comme si tu étais arrivé avec un lance-flamme. » Hazel ne dit rien. De là se pencha à l'arrière du camion et en sortit une caisse de conserve. Elle la porta jusqu'au porche et la déposa. Haricots noirs, maïs, soupe à la tomate, thon, pêche, de quoi se nourrir simplement. De quoi tenir une semaine. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit Hazel. Ces mots sortirent plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu, avec l'aigreur instinctive d'une femme qui avait passé 20 ans dans un endroit où recevoir quoi que ce soit était un devoir. De là ne broncha pas. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la nourriture. Il y a une différence ? » « Et quelle est la différence ? La charité procure un sentiment de satisfaction à celui qui donne. La nourriture, ça fait vivre. » De là posa ses mains sur ses hanches. « Vous avez l'eau courante ? La pompe fonctionne. L'électricité ? Non. Le chauffage ? » Hazel jeta un coup d'œil à la maison. « Il y a un poêle à bois. Je n'ai pas encore vérifié la cheminée. » De là hocha la tête, comme si elle avait tout prévu. « J'enverrai mon neveu demain avec une échelle et une balayette. Il vérifiera la cheminée. J'ai aussi un réchaud de camping et une bonbonne de propane que je n'utilise pas. Et avant que vous ne disiez que vous n'en avez pas besoin, je vous assure que si. Laissez-moi vous poser une question. » Elle regarda Hazel droit dans les yeux. « Allez-vous mourir de froid par principe ou voulez-vous vivre jusqu'en novembre ?» Un silence s'installa pendant 3 secondes. Puis, comme un début de sourire, Hazel esquissa un sourire, sans jamais le terminer. « Je vais vivre bien plus longtemps que novembre. »« D'accord, » dit de là. « Alors on se comprend. » Elle se tourna vers le camion et commença à décharger le bois. Hazel la regarda un instant, puis descendit les marches et saisit l'autre extrémité de la planche. Elles travaillèrent en silence pendant près d'1 heure, empilant les matériaux sur le porche, triant ce qui pouvait servir immédiatement de ce qui devrait attendre. De là ne posa pas de questions. Elle ne donna pas son avis sur le passé d'Hazel, sa salopette ou ses choix. Elle travaillait comme le font ceux qui comprennent la valeur de l'action, par opposition aux commentaires. Et Hazel se sentit se calmer dans ce rythme, comme on s'installe dans un fauteuil dont on ignorait avoir besoin. Une fois le camion vide, de là s'appuya contre le haillon et but une gorgée d'eau dans une bouteille en métal cabossée. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-elle. Hazel attendit. « Ici, tout le monde a sa version de ton histoire. La plupart sont sordides, mais ça fait 14 ans que je vis ici et j'ai remarqué certaines choses. » De là s'essuya la bouche du revers de la main. « Ceux qui parlent le plus fort de ce que tu as fait sont les mêmes qui possèdent la plupart des terres. Et ceux qui ont perdu leurs terres, les familles noires, ceux qui vivaient au bord de la rivière, ceux qui ont tout simplement disparu au fil des ans, personne n'en parle. » Elle laissa ses paroles faire leur chemin. « Je ne te demande pas de te justifier, poursuivit de là. Je te le dis, je sais compter. Et dans cette ville, les chiffres ne collent pas. » Hazel la fixa longuement. 20 ans à scruter les gens à travers un prisme étroit. Ce regard fugace, la tension dans sa main, la demi-seconde d'hésitation entre ce qu'elle entendait et sa réponse, la rendaient plus douée pour cela que n'importe quel détecteur de mensonges. Elle lisait de la Sims comme un serrurier lit une serrure. Et ce qu'elle y détecta n'était ni suspicion, ni intérêt personnel. C'était la fermeté singulière de quelqu'un qui était parvenu à une conclusion par l'observation et qui refusait d'en être dissuadé. « Les chiffres ne collent pas, » concéda Hazel d'une voix calme. « Ils ne collent plus depuis longtemps. » De là hocha la tête une fois, puis elle monta dans son camion et s'éloigna sans un mot de plus. La semaine suivante, la maison d'Hazel entama sa lente renaissance. Le neveu de Dela, un jeune homme discret de 20 ans nommé Darius, vint nettoyer la cheminée, découvrant un nid d'oiseaux et 14 années de suie accumulée.
Il répara également 2 sections du toit avec du papier goudronné et remplaça le contreplaqué recouvrant les fenêtres brisées par du vrai verre que Dela avait récupéré lors de la démolition. Darius travaillait sans bavarder, ce qu'Azel appréciait, mais elle remarqua qu'il la fixait du regard quand il pensait qu'elle ne le regardait pas, comme le font les jeunes avec les personnes âgées lorsqu'ils essaient de deviner si les histoires qu'ils ont entendues sont vraies. Lors de sa 3e visite, alors qu'il remplaçait un morceau de la rambarde pourrie du porche, il prit enfin la parole. « Ma grand-mère s'appelait Lorraine Sims, dit-il sans lever les yeux de son travail. Elle possédait 16 hectares de terre au-delà de Miller Creek, à Pineland. Elle fait partie de notre famille depuis la reconstruction. » Azel se figea. « Elle est décédée en 2009, poursuivit Darius d'une voix posée et mesurée. Lorsque ma tante a réglé la succession, le titre de propriété avait été modifié. D'après les archives du comté, le terrain a été vendu en 2003 à une société appelée Albemarle Holdings. La signature sur les documents de vente était censée être celle de ma grand-mère. » Il posa le marteau. « Ma grand-mère ne savait pas écrire. Elle signait tout d'une croix, et son pasteur en était témoin. La signature sur cet acte était en écriture cursive. » Le silence qui s'installa entre eux était lourd de sens. « Votre tante a-t-elle essayé de contester ?» demanda Azel. « Elle a essayé. Elle n'a pas pu. Tous les documents originaux ont disparu. Ils ont brûlé en 2005 lors de l'incendie criminel des bureaux des archives du comté. » Il la regarda alors droit dans les yeux, et il y avait quelque chose qui n'était ni une accusation, ni une excuse. « Cet incendie a détruit les preuves de ma grand-mère. » Azel encaissa le coup comme elle encaissait tout, complètement, sans la moindre réaction visible. Mais sous cette immobilité apparente, quelque chose changea. Un poids de plus s'ajouta à celui qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait cessé d'en calculer le poids total. « Qu'est-il arrivé au terrain ?» demanda-t-elle. « Albemarle Holdings l'a vendu à un promoteur immobilier en 2014. Ils y ont construit des maisons de vacances, des chalets de luxe. Il y a un panneau maintenant, Pine Creek Retreat, votre refuge à la montagne. » Azel ferma les yeux un instant. Quand elle ouvrit les portes, Darius la regardait. « Je suis désolé pour le terrain de ta grand-mère, » dit-elle d'une voix qu'il ne comprenait pas. Pas seulement de la compassion, mais une compréhension précise, presque chirurgicale, de la façon dont ce vol avait été commis. Par qui et sur les ordres de qui? Darius reprit le marteau. « Tante Dela dit que les comptes ne collent pas. Elle dit que tu sais peut-être pourquoi. Ta tante est une femme intelligente. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. » Il enfonça le clou en 2 coups secs. « Elle dit aussi que tu n'es pas fou. Elle dit que quiconque se penche vraiment sur ce qui s'est passé le sait. » Azel ne dit rien, mais lui tendit la planche suivante, et ils terminèrent la rambarde dans un silence qui, pour la première fois depuis son retour, n'avait rien à voir avec la solitude. Pendant ce temps, la ville réagissait comme le font les petites villes face à une anomalie. Elle parlait, mais pas directement à Azel. Personne ne vint frapper à sa porte, hormis Dela, Darius, et une fois une employée de la compagnie d'électricité qui l'informa que le rétablissement du courant nécessiterait une caution de $400 qu'Azel ne possédait pas. Le reste d'Eddington préférait traiter avec Azel Callaway à distance, échangeant des opinions comme on échange de l'argent. Au restaurant de Nell, la conversation était devenue un plat courant. Elle vit là comme une ermite, sans électricité, sans rien. Dela Sims passe tous les 2 jours, comme si elle menait une œuvre de charité. Pourquoi est-elle revenue? Personne ne la veut ici. Ma femme dit l'avoir vue à la station-service, en train d'acheter des bougies. Des bougies comme en 1850. 20 ans de prison et elle n'a rien appris. Elle se prend toujours pour la propriétaire des lieux. Et c'est le cas, personne ne l'a jamais contesté. Enfin, quelqu'un devrait. Mais sous cette cruauté apparente, quelque chose d'autre se tramait. Quelque chose de plus discret, de plus difficile à cerner, car le retour d'Azel Callaway a eu un effet inattendu. Il a ravivé le souvenir de l'incendie. Et pour certains habitants d'Eddington, l'incendie n'était pas un souvenir agréable.
Le juge Warren Hickey a appris le retour d'Hazel mercredi soir par sa femme, qui l'a appris de sa sœur, qui l'a appris chez le coiffeur. À ce moment-là, il était assis dans son bureau, une pièce sombre aux murs de noyer, avec des bibliothèques du sol au plafond remplies de manuels de droit qu'il n'avait pas ouverts depuis 9 ans. Il avait 76 ans, était retraité, et sa consommation de bourbon, d'abord occasionnelle, était devenue excessive aux alentours de 2018. Ses mains, qui jadis avaient signé ordre et sentence avec l'assurance inébranlable d'une autorité absolue, tremblaient à présent, tandis qu'il se versait son verre du soir. « Hazel Callaway est de retour en ville », annonça sa femme depuis l'embrasure de la porte. « Tu imagines, après tout ce temps ?» Le verre de bourbon s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi? Hazel Callaway? Celle qui a incendié la mairie? Elle est sortie de prison et est revenue directement à Eddington, dans cette vieille maison de Sycamore Street. »« On dit que... » répondit-il d'une voix différente. Sa femme remarqua que son visage se décolorait comme l'eau d'une baignoire, depuis son front jusqu'à ses joues, laissant derrière lui une pâleur grisâtre qui le vieillissait de 10 ans. « Il y a quelques jours, je crois. »« Warren, ça va ?»« Oui, ça va. » Il posa son verre. Sa main tremblait tellement que le bourbon déborda, laissant une tache sombre sur le set de table en cuir. « Ça va, Hélène. Ferme la porte. » Elle obéit. Son visage était empreint d'inquiétude. Seul. Le juge Warren Hickey resta immobile pendant 11 minutes. Il fixait le mur où étaient accrochées ses distinctions, ses plaques et ses certificats, témoignant de 32 années de service irréprochable au tribunal. Un champion de la justice, un pilier de la communauté, l'homme qui avait veillé sur Eddington. L'homme qui avait condamné Hazel Callaway à 20 ans de prison sur la base de preuves qu'il savait viciées, lors d'un procès qu'il savait lui aussi vicié pour un crime dont il avait dissimulé les véritables motivations au jury, ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier qu'il avait conservé sous clé dans le compartiment inférieur gauche pendant 20 ans. Le dossier, sans inscription, de couleur crème, avait les bords usés par une utilisation fréquente. Il contenait des documents qui lui avaient été remis la veille du procès d'Hazel. Non pas officiellement, ni par aucun moyen officiel, mais sur le parking, derrière le palais de justice, par un homme dont le nom figurait dans la moitié des transactions immobilières du comté d'Albemarle. Les documents détaillaient les découvertes d'Hazel, ce qu'elle comptait révéler et ce que l'incendie des archives avait détruit. Non seulement les registres du comté, mais aussi les preuves d'une vaste opération de spoliation foncière menée depuis 30 ans. Impliquant des actes frauduleux, des ventes fictives et l'expropriation systématique de familles propriétaires de leurs terres depuis des générations. Ackerman n'avait joué aucun rôle dans ce vol. Il n'en avait tiré aucun profit direct. Mais sur ce parking, on lui avait clairement fait comprendre ce qu'on attendait de lui. Un procès sans bavure, une peine sévère et aucune question sur ses motivations. Hazel Callaway serait dépeinte comme une pyromane déséquilibrée et la vérité sur ses découvertes disparaîtrait avec le bâtiment. Ackerman, lui, n'avait pas obtempéré par pure malveillance. Il se le répétait sans cesse, le répétait encore, peaufinait son excuse jusqu'à la perfection. Il obtempéra parce que les propriétaires d'Eddington le tenaient à leur merci, parce qu'ils connaissaient sa condamnation pour conduite en état d'ivresse qu'ils avaient dissimulée, parce qu'ils connaissaient ses contributions à sa campagne qu'ils n'avaient pas déclarées, parce qu'ils lui firent clairement comprendre, par cette menace à peine voilée que les puissants des petites villes maîtrisent à la perfection depuis des siècles, que son choix se limitait à coopérer ou à périr. Alors il coopéra. Il fit condamner à 20 ans de prison une femme qui avait allumé un incendie pour protéger les plus vulnérables. Et il vécut avec ce fardeau. Enfin, pas vraiment. Il survécut. Comment survivre à une maladie qui ne tue pas, mais qui ne vous quitte jamais vraiment? C'était dans le tremblement de ses mains, dans le bourbon dont il avait de plus en plus besoin chaque année, dans son incapacité à se regarder dans le miroir de la salle de bain, incapable d'entendre sa conscience se perdre dans l'architecture. Le bruit d'un marteau s'abattant sur la femme qui se tenait là, silencieuse,
l'acceptant. À présent, elle était de retour, et Akriman comprit, avec la lucidité que la peur confère à ceux qui ont passé des années dans une douce torpeur, que le silence d'Azel Kalaway avait été un choix. Ni défaite, ni capitulation, mais un choix, tout comme incendier le bâtiment en avait été un, tout comme retourner à Eddington en avait été un. Azel Kalaway était une femme qui faisait des choix. Et la question qui rongeait désormais l'estomac du juge acquis comme de l'acide était simple. Quel choix avait-elle fait? Il se servit à nouveau du bourbon. Cette fois, il ne prit même pas la peine de regarder le verre. Ce que Azel désirait était plus simple et plus dangereux que la vengeance. Elle voulait que la vérité éclate d'elle-même. Et elle savait qu'elle avait 20 ans pour le découvrir, pour trouver exactement comment s'y prendre. 11 jours après le retour d'Azel, un événement inexplicable se produisit à Eddington. Tout commença par une lettre. Pas un courriel, pas un SMS, pas une publication sur les réseaux sociaux, mais une vraie lettre. Écrite à la main sur du papier blanc ordinaire, glissée dans une simple enveloppe blanche sans adresse d'expéditeur. Elle arriva dans la boîte aux lettres de l'Eddon Gazette, un simple hebdomadaire de 4 pages publié par une femme de 63 ans nommée Patricia Hollis, depuis un garage aménagé derrière sa maison. Patricia l'ouvrit à la table de la cuisine en sirotant son café du matin. Elle la lut une fois, puis une deuxième. Ensuite, elle la reposa, ôta ses lunettes et resta assise un long moment, plongée dans un silence complet. La lettre ne contenait aucune accusation. Elle ne citait aucun nom. Elle ne mentionnait ni Azel Kalaway, ni l'incendie, ni le procès. Elle posait des questions. Combien de familles du comté d'Albemarle ont perdu leurs terres entre 1975 et 2005? Quel pourcentage de ces familles étaient noires? Combien de ces transactions immobilières ont été gérées par les 3 mêmes avocats? Pourquoi la valeur cadastrale des propriétés transférées avait-elle augmenté en moyenne de 400% dans les 2 ans suivant le changement de propriétaire? Et pourquoi, pendant toutes ces années depuis l'incendie des archives du comté, personne n'avait-il tenté de reconstituer l'historique des propriétés à partir de documents de sauvegarde, de registres fiscaux, de demandes fédérales ou de données provenant des comtés voisins encore existants? La lettre se terminait par une simple phrase. Les archives ont brûlé. Vrai? Non. Patricia Hollis avait dirigé la Gazette pendant 21 ans. Elle couvrait les réunions du conseil scolaire, les ventes de pâtisseries organisées par l'église et, de temps à autre, des litiges fonciers. Elle n'avait jamais rien reçu de tel. Elle se resservit une tasse de café et commença à passer des coups de fil. Patricia Hollis était journaliste depuis 38 ans, mais seulement les 17 premières années avaient été passées dans un véritable journal. Le Durham Heraldson, à l'époque où il disposait d'une équipe complète et d'un service d'enquête, affichait une ambition éditoriale qui mettait mal à l'aise les puissants. Elle couvrait les affaires de corruption, les scandales fonciers, les procès environnementaux. Elle excellait dans ce domaine, à tel point que, lorsqu'elle prit une semi-retraite à Eddon pour reprendre le Gazette à son ancien propriétaire, elle se promit de ne plus s'intéresser aux sujets sensibles. Elle écrirait sur la fête d'automne et les nouveaux jeux pour enfants, et laisserait la laideur du monde à d'autres. Mais la lettre restait sur sa table de cuisine, comme une allumette allumée dans une pièce remplie de papier sec. Et Patricia Hollis, malgré 21 ans passés à couvrir les conseils scolaires, était toujours une journaliste. Comme un ancien boxeur, il est toujours un combattant. Les réflexes ne meurent pas, ils attendent. Elle commença par la question la plus simple de la liste. Combien de familles du comté d'Albemarle ont perdu leurs terres entre 1975 et 2005? Les archives du comté avaient disparu. Bien sûr, c'était le but recherché, même si Patricia n'y avait pas pensé jusque-là. Mais l'auteur de la lettre, et Patricia avait des soupçons sur son identité, l'orienta vers d'autres sources, les registres fiscaux de l'État, les données du recensement agricole fédéral et des références à des actes de propriété déposés dans les comtés voisins de Cunn et Birdie.
Les registres hypothécaires, détenus par des banques depuis absorbés par de plus grandes institutions, mais dont les archives subsistent encore dans des chambres fortes poussiéreuses, ont nécessité 4 jours d'appels téléphoniques, 2 déplacements au bureau du conservateur des hypothèques de l'État à Raleigh et un après-midi extrêmement productif au sous-sol du palais de justice du comté de Chowan pour reconstituer un tableau glaçant. Entre 1978 et 2004, 43 propriétés du comté d'Albemarle ont changé de main dans des circonstances présentant un schéma commun. Les vendeurs étaient presque exclusivement des familles noires, dont beaucoup possédaient leurs terres depuis la Reconstruction ou le début du XXe siècle. Dans chaque cas, les acheteurs étaient l'une des 3 entités suivantes: Albemarle Holdings LLC, Tidewater Land Trust ou Edenton Development Partners. Ces 3 entités partageaient le même agent enregistré, un avocat nommé Charles Beaumont, qui était également le conseiller municipal d'Edenton ayant le plus long mandat. Les propriétés ont été achetées à des prix nettement inférieurs à leur valeur marchande. Dans 11 cas, le prix de vente était inférieur à 10% de la valeur foncière estimée par un expert indépendant dans les 2 ans suivant la transaction. Dans 8 cas, les vendeurs présumés étaient âgés et dans 3 de ces cas, Patricia a procédé à une double vérification. Enfin, dans le 3e cas, les vendeurs étaient décédés au moment de la transaction. Une personne décédée ne signe pas de document. Patricia se laissa aller dans son fauteuil. Les archives fiscales de l'État jonchaient son bureau, telles des pièces à conviction. Elle repensa à Hazel Callaway dans sa combinaison orange, arpentant la ville sous les rires des passants. Elle repensa à l'incendie. Elle repensa au procès qu'elle avait couvert pour la Gazette en 2005, rédigeant le même article que tout le monde. Une femme perturbée, un crime insensé, justice rendue. Elle repensa aux questions qu'elle ne s'était pas posées. Pourquoi une femme sans casier judiciaire, sans troubles psychiatriques, sans dette et sans mobile apparent était-elle entrée dans les archives un dimanche soir et les avait-elle réduites en cendres ? Patricia avait éludé cette question 20 ans plus tôt. Elle avait accepté la thèse de l'accusation, la colère, l'instabilité, un esprit brisé par le chagrin, parce que c'était plus simple, parce que l'alternative était trop lourde pour tenir dans un hebdomadaire de 4 pages, parce que poser de vraies questions reviendrait à affronter des gens capables de mettre fin à sa vie tranquille à Edon d'un simple coup de fil. Elle n'en était pas fière, elle ne l'avait jamais été. Elle prit la lettre anonyme et relut la dernière phrase. Les mots la brûlaient. La vérité ? Non. Puis elle ouvrit son ordinateur portable et se mit à écrire. Pendant que Patricia Hollis reconstituait l'histoire à partir de reçus fiscaux et de bases de données fédérales, Hazel Callaway plantait des navets. Elle défrichait un coin de terre dans le jardin. Dans un carré de 3 mètres sur 3, elle arrachait les mauvaises herbes et les racines jusqu'à s'en écorcher les mains et avoir mal au dos. La terre, sous des années de négligence, était sombre et riche, de celles qui se souvenaient de leur fonction première. Elle acheta pour 37 $ de graines tout ce qui lui restait après avoir acheté des bougies et un savon. Des navets parce qu'ils poussaient vite, même en octobre. Du chou vert parce qu'il aimait le froid. Un sac de laitue d'hiver parce que l'espoir coûtait moins cher que la nourriture. De là passait presque tous les jours. Elle arrivait avec son camion, généralement avec quelque chose de pratique, une lampe à pétrole, un sac de riz, un manteau d'occasion un peu plus chaud que la salopette que Hazel portait encore faute de mieux. De là n'annonçait jamais ses cadeaux. Elle les déposa simplement sur le perron comme s'ils y avaient toujours été, et Hazel les accepta avec la même indifférence qu'elle avait pour la météo, sans commentaire, sans sentimentalité, comme les conditions du monde dans lequel elle réapprenait à vivre. Le 12e jour, de là arriva avec quelque chose de différent. Elle s'assit sur les marches du perron, près d'Hazel, et plaça un journal plié entre elles. C'était l'Edenton Herald, l'édition de la semaine. Mais au lieu des 4 pages habituelles d'informations locales, cette édition en comptait 6, et la une affichait un titre auquel Hazel ne s'attendait pas. Des questions subsistent concernant les transactions immobilières d'avant l'incendie dans le comté d'Albemarle. Hazel le lut en silence. L'article était soigneusement formulé, précis et accablant.
Patricia Hollis ne formulait aucune accusation. Elle fit quelque chose de bien plus percutant. Elle dressa la liste des chiffres. 43 propriétés, 3 sociétés écrans, un agent enregistré, des prix de vente incohérents, des signatures de personnes incapables de signer ou décédées. Et elle conclut en constatant que, malgré la destruction des archives du comté en 2005, il existait suffisamment de documents alternatifs pour reconstituer une part importante de l'historique de propriété. Des documents que personne n'avait tenté de rassembler depuis 20 ans. Hazel baissa le journal. « Elle est méticuleuse, dit-elle. » Dell acquiesça. Patricia avait des compétences qu'elle n'avait jamais utilisées. On aurait dit que quelqu'un les lui avait rappelées. Elle jeta un coup d'œil à Hazel. « Tu n'en sais rien, n'est-ce pas ?» Le visage d'Hazel resta impassible. « Je suis une vieille dame qui cultive des navets, Della. C'est tout ce qu'il y a à savoir. » Madame Della n'insista pas. Elle savait qu'Hazel Callaway agissait à son propre rythme et que la pression ne faisait que ralentir le temps. L'article du Herald tomba à Eddington comme une pierre jetée dans une eau calme. Pendant une journée, les remous furent à peine perceptibles. Puis, ils commencèrent à atteindre les rives. Chez Nell, la conversation changea de sujet. La douce moquerie d'Hazel Callaway, la pyromane folle dont la ville servait de leçon, était réconfortante. Elle n'exigeait rien de personne. Vous pourriez secouer la tête en lisant Hazel Callaway tout en mangeant vos œufs et vous sentir bien dans votre peau, rassuré par votre propre stabilité, votre propre santé mentale, vos immeubles à l'épreuve des incendies. Mais l'article de Patricia soulevait un point gênant, une question. Et les questions, contrairement au ragot, exigeaient des réponses. Elle dit que les transactions foncières étaient frauduleuses, lança l'homme au comptoir, tenant le journal comme s'il était contagieux. Elle dit que ces familles ont été escroquées. Elle ne dit pas ça, corrigea son compagnon. Elle pose des questions. Une distinction subtile, c'est la même chose. On pose ces questions, on accuse. Eh bien, qui accuse-t-elle ? Silence. Car le nom mentionné dans l'article, Charles Beaumont, agent enregistré des 3 entités acheteuses, n'était pas un nom que l'on prononçait facilement à Eddington. Charles Beaumont avait 79 ans. Avocat de 3e génération, son cabinet familial exerçait le droit foncier dans le comté d'Albemarle depuis bien avant la naissance des clients présents au café. Il siégeait au conseil municipal et présidait la commission de préservation du patrimoine. Il avait fait don de la cloche à l'église méthodiste et du tableau d'affichage du terrain de football du lycée. Charles Beaumont possédait également, bien que personne au café ne l'ait mentionné, plus de terres dans le comté d'Albemarle que quiconque. Des terres qui, d'après l'article de Patricia, avaient appartenu aux familles Sims, Hargrave, Jefferson, Thoms et Coleman, des familles qui y vivaient depuis plus longtemps que les Beaumont, plus longtemps que la plupart des familles blanches dont les noms ornaient les devantures des magasins et les monuments commémoratifs. Le café se tut, le café refroidit dans les tasses, et pour la première fois en 20 ans, les regards se firent entendre autrement que par une approbation tacite. Une seconde lettre parvint au Herald 3 jours après la publication de l'article. Celle-ci était plus longue. Elle détaillait le processus de falsification d'une transaction foncière. Comment une procuration, une fois établie, pouvait autoriser une vente à l'insu du vendeur? Comment les propriétaires fonciers âgés, en particulier ceux qui n'ont pas de représentation légale, pourraient-ils recevoir la visite d'un avocat capable de leur expliquer patiemment, aimablement et avec l'autorité professionnelle requise qu'ils doivent signer un document à des fins fiscales ou de planification successorale, et comment ce document, dissimulé sous des couches de jargon juridique, pourrait réellement transférer leurs droits de propriété. La lettre décrivait comment des copies de sauvegarde des titres de propriété originaux pouvaient être systématiquement soustraites au bureau des comtés voisins. Comment un avocat ayant des liens avec le greffe du comté pouvait s'assurer que les irrégularités ne soient jamais relevées, et comment, lorsqu'une personne s'approchait dangereusement de la vérité,
Une employée à temps partiel des archives ayant par inadvertance consulté le mauvais dossier et constaté que la signature sur un acte de 1996 ne correspondait pas à celle figurant sur la déclaration de revenus du même propriétaire en 1985, tout le système pouvait passer du vol à la dissimulation en quelques jours. La lettre ne mentionnait pas Hazel Callaway nommément. C'était inutile. Patricia publia le rapport la semaine suivante, accompagné de son propre complément d'information. Elle avait désormais identifié 17 descendants vivants des familles dont les terres avaient été transférées dans le cadre de ce stratagème suspect. Elle en interviewa 6. Leurs histoires étaient étonnamment similaires. La visite d'un avocat, un document à signer, les assurances que tout était normal, puis, des mois ou des années plus tard, la découverte que les terres de leur famille appartenaient à quelqu'un d'autre. L'une de ses descendantes était Della Sims. Hazel entendit frapper à sa porte à 7 heures du matin, 3 semaines après son retour. Elle ouvrit et trouva sur le perron un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, un chapeau à la main, le visage blafard. Le juge Warren Aki avait maigri depuis 2005. Son costume, qui lui allait jadis avec l'assurance d'un homme qui croyait en l'institution qu'il représentait, lui pendait désormais comme un drapeau par une journée sans vent. Ses yeux étaient rouges et ses mains tremblantes, tremblaient tellement qu'il dut serrer son chapeau à 2 mains pour ne pas le laisser tomber. « Hazel !» dit-il. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et le regarda. Elle ne l'invita pas à entrer. Elle ne lui laissa pas le passage. Elle resta simplement là, 1,57 m de silence, et le laissa ressentir le poids de sa présence. « Puis-je entrer » demanda-t-il. « Vous pouvez parler d'où vous êtes. » Il grimaça, puis se résigna. Il regarda le sol du perron, ses chaussures, la rambarde que Darius avait réparée, partout sauf elle. « J'ai lu l'article, » dit-il. « Le Herald. Je sais où vous voulez en venir. Et vous, Hazel ?» Il marqua une pause, déglutit. Le tremblement de ses mains se transforma en voix. « Je dois savoir ce que vous comptez faire. Je dois savoir si vous révélez aux gens ce que j'ai fait. » Hazel s'appuya contre l'encadrement de la porte. Elle croisa les bras. Son attitude n'était pas agressive, elle était patiente. La patience d'une femme qui avait attendu 20 ans pour cette conversation et qui pouvait en attendre 20 de plus s'il le fallait. « Qu'avez-vous fait, Warren ?» Il la regarda, et ce qu'elle vit sur son visage n'était pas l'autorité qu'elle se souvenait de la chair. C'était le désespoir particulier d'un homme qui avait porté un secret si longtemps qu'il avait métastasé, se propageant de sa conscience à son corps, se manifestant par des tremblements, de l'insomnie et l'érosion lente de tout ce qu'il avait autrefois cru savoir de lui-même. « Vous savez ce que j'ai fait, » murmura-t-il. « Je veux vous l'entendre dire. » Un long silence. Une pie grièche se mit à chanter dans le catalpa, parcourant son répertoire avec une joie détachée face au désastre humain en contrebas. « On m'a dit comment gérer votre affaire, » dit Akriman d'une voix à peine audible. Avant le procès, la veille de la sélection du jury, Charles Beaumont m'a abordé sur le parking derrière le palais de justice. Il avait les documents, vos documents, ceux que vous avez trouvés. Il m'a dit ce qui était en jeu. Il m'a expliqué ce qui se passerait si la véritable cause de l'incendie était révélée. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de faire ? De ne rien laisser paraître. Pas de questions sur les motivations, hormis celle du procureur. Pas de témoignages d'experts concernant les documents détruits. Pas d'enquête pour savoir pourquoi une femme sans casier judiciaire aurait commis un incendie criminel. Sa voix s'est brisée. Il m'a dit de m'assurer que vous restiez suffisamment longtemps sur place pour que la piste soit oubliée au moment de votre libération. Des familles seraient séparées. Des biens changeraient de main à maintes reprises jusqu'à ce que le vol initial soit enfoui sous des couches de transactions légales. Et vous avez fait tout ça ? Oui. Le mot lui échappa comme s'il l'avait retenu pendant 20 ans. Je le jure devant Dieu, Hazel. Oui. Elle le regarda comme on regarde une route qu'on a décidé de ne pas emprunter.
avec compréhension, mais sans regret. Vous m'avez condamné à 20 ans, Warren. J'avais 48 ans quand je suis arrivé ici. Ma fille est morte 9 mois avant mon procès. Ma petite fille avait 7 ans. Elle a grandi sans moi. Elle a 27 ans maintenant et je ne sais pas où elle est, à quoi elle ressemble, ni même si elle pense à moi. La voix d'Azel était égale, calme, parfaitement maîtrisée. Vous m'avez volé 20 ans de ma vie parce qu'un homme sur le parking vous l'a ordonné. Les jambes d'Akriman fléchirent légèrement. Il s'agrippa à la rambarde du porche, celle de Darius, et se redressa. Je sais ce que j'ai fait. Je ne suis pas là pour demander pardon. Tant mieux, parce que je n'ai pas encore décidé si je vais le faire. Je suis là parce que j'ai peur, Azel. Ses yeux se remplirent de larmes qui ne coulaient pas, retenues par les derniers vestiges de sa dignité. J'ai 76 ans. J'ai des petits-enfants. J'ai une réputation, c'est tout ce que je leur laisserai. Et je sais, je le sens, que tout est sur le point de s'effondrer. Tout s'est effondré il y a 20 ans, Warren. Tu n'y as juste pas prêté attention. Il s'essuya les yeux du revers de la main. Le geste était si vulnérable qu'un instant, il ressembla au jeune homme qu'il avait dû être autrefois. Devant le pupitre, devant le parking, avant l'élection qu'il avait anéantie. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Dites-moi ce que vous voulez et je ferai en sorte que cela se réalise. » Azel l'observa. Elle repensa à la lettre qu'elle avait écrite au Hérald, aux questions qu'elle avait semées avec précaution, à la lente et patiente maturation de la vérité dans un sol empoisonné par des décennies. Elle pensa aux 16 hectares de Dell, Darius et Lauren Sims, désormais occupés par des cottages de luxe pour des gens qui n'avaient jamais entendu parler des Sims. Elle pensa à d'autres familles, les Hargrave, les Jefferson, les Coleman, dispersés et dépossédés, à qui l'on avait dit que leur perte était simplement inévitable. Et elle pensa à sa petite fille, Maya, âgée de 7 ans. La dernière fois qu'Azel l'a tenue dans ses bras, debout dans la salle d'audience entre l'assistante sociale et la famille d'accueil, elle a vu sa grand-mère se faire menotter, sans pleurer, se contentant de regarder avec ses yeux qui posaient déjà des questions auxquelles le monde ne voulait pas répondre. « Je veux que tu dises la vérité », a dit Azel. « Pas à moi, je la connais déjà. Je veux que tu la dises là où ça compte. » Tu veux dire publiquement ? Je veux dire officiellement, par écrit, notarié, remis à Patricia Hollis au Hérald et au bureau du procureur général de l'État. Elle a marqué une pause. Je le pense vraiment, Warren. Parking de Beaumont. Les documents qu'on vous a remis, les instructions que vous avez suivies, chaque décision prise au détriment de l'autre, chaque question étouffée, chaque élément de preuve que vous avez laissé l'accusation ignorer. Akriman la fixa. Son visage se vida complètement, au point qu'il ressemblait à un homme apprenant sa maladie incurable, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ce diagnostic signifiait la mort de la vie qu'il avait bâtie sur celle qu'il avait réellement vécue. « C'est ma fin », dit-il. « Vous m'avez anéanti il y a 20 ans. » La symétrie de la situation était frappante entre eux. Akriman regarda la cour, le jardin qu'Azel avait planté, la terre défrichée où le ver commençait à percer. « Si je fais ça, » dit-il lentement, « et toi ? Y a-t-il une chance ? Je ne t'offre rien, Warren. Je te dis simplement ce qui est juste. Ce que tu en feras te regarde, comme il y a 20 ans. » Elle se redressa. « Mais je vais te dire quelque chose que j'ai appris en prison. Le poids d'un secret s'alourdit avec chaque année. Tu as 76 ans. Combien d'années penses-tu pouvoir encore le porter ?» Il partit sans répondre. Azel le regarda marcher jusqu'à sa voiture, se déplaçant comme un homme dont les os avaient été remplacés par quelque chose de moins fiable. Il resta assis au volant pendant une bonne minute avant de démarrer le moteur. Quand il s'éloigna en voiture, il roula lentement, comme un homme qui a oublié où il va ou qui n'est pas sûr de vouloir y arriver. Azel rentra. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre, la chaise robuste en bois que Dela avait apportée pour remplacer celle qui était pourrie. Et elle regarda dehors,
dans le jardin, où ses navets commençaient à germer, la lumière d'automne dorant tout. Elle ne ressentait ni triomphe, ni vengeance. Elle ressentait quelque chose de plus complexe et de plus sincère. La sensation d'une roue bloquée depuis 20 ans qui se remet enfin à tourner, lentement. 4 jours après la visite d'Akriman, un deuxième article parut dans le Herald. Celui-ci était différent. Il ne s'appuyait ni sur des lettres anonymes, ni sur des documents retrouvés. Il s'appuyait sur une interview. Une interview du juge à la retraite Warren Aki, identifié nommément. Patricia Hollis arriva chez lui mardi, s'attendant à un refus. Au lieu de cela, elle le trouva assis sur le perron, un carton à ses pieds, à l'attendre. « Je vous attends, dit-il, ou quelqu'un comme vous, depuis 20 ans. » L'entretien dura 4 heures. Akriman lui raconta tout. La rencontre sur le parking, les instructions de Beaumont, les documents qu'on lui avait montrés, les documents d'Azel prouvant le vol de terrain, et comment on lui avait dit de s'assurer qu'il ne comparaisse jamais devant un tribunal. La pression, les menaces implicites, la menace qui pesait sur sa carrière, que Beaumont avait exercée sur lui avec la précision désinvolte de quelqu'un qui pratiquait ce genre de choses depuis des décennies. Il lui tendit un dossier qu'il avait sorti de son tiroir fermé à clé. 20 ans de preuves qu'il craignait d'utiliser et qu'il se sentait trop coupable de détruire. Patricia publia l'interview, ainsi que ses propres recherches en cours. L'article comptait 12 pages, le plus long de l'histoire du Herald. Elle dut acheter du papier journal supplémentaire. Elle distribua des exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres d'Eddington et publia le texte intégral en ligne, où il fut repris par le Raleigh News and Observer 48 heures plus tard. Le titre était « Un juge à la retraite admet que le procès de l'incendiaire d'Eddington a été compromis. Il dénonce un système de spoliation foncière qui a duré 10 ans. » Eddington se réveilla jeudi matin et découvrit que l'histoire qu'il se racontait depuis 20 ans, celle d'une folle et d'un incendie absurde, était fausse. Et la vérité était bien pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le fait est que la vérité n'explose pas. On l'attend. On attend une détonation spectaculaire qui anéantira tout d'un coup et laissera le champ libre à la reconstruction. Mais la vérité agit plutôt comme l'eau. Elle trouve les fissures. Elle s'infiltre là où on se croyait à l'abri. Et elle est patiente. Si patiente que lorsqu'on réalise qu'elle est à l'intérieur des murs, les fondations sont déjà minées. Charles Beaumont lut l'article du Herald jeudi matin en prenant son petit déjeuner. Dans la salle à manger de la maison que son grand-père avait fait construire sur un terrain qu'il avait légalement acquis, ce qui lui permettait peut-être d'oublier plus facilement comment le reste du patrimoine familial avait été constitué, il lut le document, une tasse de café refroidissant à ses côtés. Sa femme l'observait de l'autre côté de la table, avec cette expression particulière de femme qui soupçonne quelque chose depuis longtemps et qui en voit maintenant la confirmation. Il le lut 2 fois, puis il plia le papier, le posa à côté de son assiette et dit « Warren a toujours été un homme faible. » Sa femme ne dit rien. Beaumont passa le reste de la journée de jeudi à téléphoner. Il appela son avocat à Raleigh, un avocat de la région, certes, mais qui savait se faire discret et prendre du recul. Il appela les 2 derniers associés impliqués dans l'acquisition du terrain, ceux qui avaient profité de la situation à ses côtés et dont le silence était désormais une question de survie. Il appela également la greffière du comté, une femme qu'il avait contribué à nommer et qui devait son poste à son influence. Dès le vendredi, il avait préparé une réponse. Non pas un démenti. Beaumont était trop expérimenté pour un démenti catégorique qui aurait pu être réfuté. Il publia donc une déclaration par l'intermédiaire de son avocat à Raleigh, qualifiant l'interview d'Akriman de « souvenir confus d'un homme âgé souffrant d'alcoolisme avéré » et les articles du Herald de « spéculation irresponsable fondée sur des documents incomplets ». Il n'évoqua aucun bien immobilier en particulier. Il ne fit aucune mention des signatures falsifiées. Il n'a pas évoqué les 3 personnes décédées qui, apparemment, avaient vendu leurs terres depuis l'au-delà. La plainte est arrivée sur le bureau de Patricia Hollis vendredi après-midi. Elle l'a lue,
l'a mise de côté et a appelé son contact au bureau du procureur général de l'État. Ce dernier avait déjà ouvert une enquête préliminaire suite aux articles du Hérald. Une équipe était en cours de constitution. Les enquêteurs devaient arriver dans le comté d'Albany sous 2 semaines. Patricia a appelé Hazel. « Ils arrivent », a-t-elle dit. « Les enquêteurs de l'État, c'est du sérieux maintenant. » Hazel a marqué une pause. Au téléphone, Patricia entendait le vent et le grincement d'une chaise de jardin. « Ça a toujours été réel », a dit Hazel. « Il a juste fallu 20 ans au monde pour s'en apercevoir. » Les enquêteurs arrivèrent un lundi début novembre, à bord de 2 berlines banales qui ne trompèrent personne. En quelques heures, Eddington sut qu'ils étaient là, pourquoi, et que le silence confortable des 20 dernières années était bel et bien terminé. Ils s'installèrent dans la salle de conférence du seul hôtel de la ville, un motel de 12 chambres situé sur la route 17, qui n'avait pas connu une telle agitation depuis le passage d'une équipe de tournage en 2016 venue repérer des lieux de tournage pour un film qui ne vit jamais le jour. L'enquêtrice principale était une femme nommée Karen Ortiz, une quarantaine d'années, aux cheveux courts et foncés, et à l'attitude de quelqu'un qui avait depuis longtemps perdu toute admiration pour les mesquines autorités locales. Elle interrogea Hazel en premier. Ils étaient assis face à face à une table pliante dans la salle de conférence du motel, un enregistreur numérique entre eux. Hazel portait le manteau que Della lui avait offert et les bottes que Darius avait trouvées dans une friperie d'Elizabeth City. Elle avait l'air, confiera plus tard Ortiz à un collègue, d'une femme qui attendait cette réunion comme un agriculteur attend la pluie. Non pas avec anxiété ni avec désespoir, mais avec la ferme conviction qu'elle viendrait au moment opportun. « Madame Callaway, je veux être franc avec vous, » dit Ortiz. Le bureau du procureur général a des raisons de croire que l'incendie criminel pour lequel vous avez été condamné en 2005 a été commis dans des circonstances qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Nous réexaminons l'affaire. J'ai incendié le bâtiment, dit Hazel. Je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Nous le savons, mais la question du pourquoi, du mobile, n'a jamais été clairement présentée au tribunal. Et il existe des preuves substantielles que votre procès a été entaché de malversation judiciaire. Ortiz se pencha légèrement en avant. Je dois comprendre ce que vous avez trouvé sur ces enregistrements avant de les détruire. Hazel la fixa longuement. 20 ans de silence. 20 ans à porter le poids de la vérité en elle comme un souffle retenu, à le sentir peser sur ses côtes chaque matin, à le traîner à travers la cour, la cafétéria et l'interminable monotonie des journées de prison. 20 ans à choisir de ne pas parler, car parler aurait signifié déclencher une guerre que les mauvaises personnes perdraient. Mais le monde a basculé. Ackerman prit la parole, Patricia publia, les enquêteurs étaient là, les familles, les Sims, les Hargrave, les Jefferson n'étaient plus invisibles. Leurs noms étaient imprimés, leurs histoires consignées dans les archives, des preuves existaient indépendamment de ce qu'Hazel avait autrefois tenu entre ses mains. La guerre avait déjà commencé, et cette fois, les perdants seraient les mauvaises personnes. Alors, Hazel lui raconta tout. Elle raconta tout à Ortiz. Son emploi à temps partiel aux archives, qu'elle avait accepté en 2004 pour compléter sa pension de retraite après que les frais médicaux de sa fille eurent épuisé toutes ses économies. C'est un acte de routine qui a d'abord attiré son attention. L'acte de vente de la propriété Coleman sur River Road, signé par Elijah Coleman en 2001, alors même qu'Hazel avait assisté à ses funérailles en 1999. Pendant des mois, elle a minutieusement examiné la piste, comparant les signatures, les dates et les prix de vente, jusqu'à ce qu'un schéma se dessine. Non pas un vol isolé, mais une escroquerie méthodique s'étalant sur plusieurs années. Elle a raconté à Ortiz la nuit où elle a fait part de ses découvertes à la seule personne en qui elle avait confiance, son pasteur, le révérend James Odam, qui l'a écouté, les mains jointes et les yeux fermés, puis lui a gentiment conseillé de consulter un avocat. 2 jours plus tard, 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus se présentèrent à sa porte et, sans hausser le ton, lui dirent qu'elle avait le choix.
Si je rends l'affaire publique, ce seront les familles qui possèdent encore leurs terres qui seront visées, expliqua Hazel. Ils ont dit qu'ils accéléreraient le transfert de propriété. Ils transféreraient les biens restants à des sociétés écrans en quelques semaines. Et ils ont ajouté que si quelqu'un tentait de contester cela en justice, les frais de justice suffiraient à le ruiner. Elle marqua une pause. Ils ont aussi dit que le statut de résidence de ma petite fille pourrait être réexaminé. Maya venait d'être placée dans une bonne famille, le premier foyer stable qu'elle ait connu depuis la mort de ma fille. Ces hommes avaient clairement fait comprendre que la stabilité était conditionnelle. L'expression d'Ortiz resta impassible, mais son stylo s'immobilisa. « Alors vous avez brûlé les papiers » dit-elle. « J'ai brûlé les papiers. Chaque titre de propriété originale, chaque signature falsifiée, chaque document prouvant leurs agissements. » La voix d'Hazel était calme. Et je les ai laissés m'arrêter, je les ai laissés me juger, et je n'ai rien dit parce qu'il n'y avait aucune preuve. Sans elle, mon témoignage n'était que la parole d'une pyromane condamnée contre l'avocate la plus puissante du comté d'Albemarle. Et les familles, celles qui vivaient encore sur leurs terres, seraient sans défense. Vous vous êtes sacrifiés. Hazel secoua la tête. J'ai fait mes calculs. Ma liberté contre leurs terres, mes 20 ans contre leur maison. Ce n'était pas noble, c'était un calcul. Ortiz se pencha en arrière. Elle observa la femme en face d'elle. Les cheveux gris, les jointures enflées, le visage aussi calme qu'une forteresse. Elle reconnut quelque chose qu'elle avait déjà vu dans le regard de ceux qui avaient subi l'injustice institutionnelle. Pas tout à fait de l'amertume, mais quelque chose de plus froid et de plus pur. La lucidité absolue de quelqu'un qui savait exactement ce qu'on lui avait pris et qui avait accepté le prix à payer, mais pas le crime. « Madame Calloway, » dit Ortiz, « les preuves que vous avez détruites ont disparu. Mais le témoignage du juge Acriman, combiné aux documents alternatifs rassemblés par Patricia Hollis et aux pièces que nous avons obtenues par voie de citation à comparaître auprès des autorités étatiques et fédérales, pourrait suffire. » Pas de quoi effacer 20 ans de justice, je ne peux pas vous le garantir, mais suffisamment pour constituer des dossiers, suffisamment pour obtenir réparation pour les familles, suffisamment pour que les responsables rendent des comptes. Hazel hocha lentement la tête. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas pour moi, pour eux. » « Il y a encore une chose, » dit Ortiz. Elle ouvrit un dossier et en sortit une photographie. Nous sommes tombés sur celle-ci lors de nos recherches préliminaires. Elle fit glisser la photographie sur la table. On y voyait une jeune femme d'environ 28 ans, debout devant le bâtiment de la faculté de droit. Elle avait les yeux sombres, la mâchoire serrée et une expression qui semblait faite pour poser des questions. La main d'Hazel trembla lorsqu'elle la leva. C'était la première fois qu'Ortiz la voyait flancher. Pas s'effondrer. Hazel Calloway ne se brisa pas, mais une fissure apparut. Une fissure subtile qui la tranchait comme une brèche dans la glace. « Maya » murmura Hazel. « Maya Calloway. » Elle a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'Université de Caroline du Nord au printemps dernier. Elle est stagiaire auprès d'un juge fédéral du district Est. Ortiz marqua une pause. Lorsque nous avons commencé notre enquête, son nom est apparu dans le système. Il y a 3 ans, elle a déposé une demande d'accès à l'information pour obtenir des documents relatifs à votre procès. Elle a elle-même effectué des recherches sur votre affaire. Hazel fixa la photo. Sa petite fille, qui n'avait plus 7 ans, n'était plus cette petite fille timide et réservée du tribunal. Devenue une femme, avocate, elle avait appris à poser des questions et avait décidé de les poser sur ce qui comptait vraiment. « Elle le sait », affirma Hazel, sans hésitation. « Elle sait que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas encore tous les éléments. » Ortiz croisa le regard d'Hazel. « Vous voulez qu'on la contacte ?» Hazel déposa la photo avec une extrême précaution, comme si elle était faite d'un matériau fragile. Elle posa la paume de sa main sur la table, tentant de maîtriser une vague d'émotion si intense qu'elle menaçait de faire voler en éclats 20 ans de discipline. « Pas encore, » dit-elle. « Quand elle aura quelque chose à montrer, quand la vérité éclatera au grand jour, alors je voudrais la voir. » Elle effleura le bord de la photo du doigt. « Je veux qu'elle sache que je n'étais pas folle. Je veux qu'elle sache que c'était important.
Novembre passa, les jours raccourcirent. Le premier gel arriva et disparut, et les choux verts d'Hazel percèrent la terre froide comme de petites déclarations vertes d'intention. Elle cueillit la première botte mercredi et la fit cuire le soir même sur le réchaud de camping que Dela lui avait donné, avec du sel et un peu de vinaigre, et la mangea debout au comptoir de la cuisine, car le goût de quelque chose qu'elle avait cultivé elle-même sur sa propre terre était trop immédiat pour être apprécié assis. L'enquête s'étendit. Ortiz et son équipe ont interrogé 31 personnes pendant 3 semaines. D'anciens employés du comté, des propriétaires fonciers actuels, des descendants de familles expropriées et des avocats ayant travaillé avec Beaumont et qui, à tout le moins, se doutaient de quelque chose. Certains ont coopéré volontairement, d'autres ont été poursuivis en justice, d'autres encore, assis dans une salle de conférence d'un motel, ont menti avec l'aisance d'un menteur aguerri. Ignorant qu'Ortiz avait déjà obtenu des documents contredisant chaque mot, Charles Beaumont a engagé un avocat et a refusé de témoigner. Son avocat de Raleigh est devenu de plus en plus agressif, contestant la compétence, la méthodologie et les motivations de l'enquête. Rien de tout cela n'a ralenti le processus. Le bureau du procureur général a alloué des ressources et Karen Ortiz n'était pas une enquêtrice qu'on pouvait distraire par des formalités administratives coûteuses. La ville était divisée, mais pas de façon égale. Les lignes de fracture suivaient des schémas prévisibles. Ceux qui avaient profité du transfert de terre, directement ou indirectement, rejetaient l'enquête comme une chasse aux sorcières. Ceux qui avaient perdu des terres, ou dont les voisins et les proches en avaient perdu, parlaient ouvertement pour la première fois de ce qu'ils avaient toujours soupçonné, mais qu'ils n'avaient jamais eu la preuve ni le pouvoir de prouver. Et au milieu se tenaient les gens qui vivaient simplement à Edmonton, sans trop se soucier de ses fondements. Ceux qui s'étaient moqués d'Hazel Calloway à son retour en ville, ceux qui l'avaient traitée de folle, secouèrent la tête et retournèrent à leurs occupations. C'étaient ceux-là qui étaient maintenant les plus silencieux. Non pas qu'ils n'eurent rien à dire, mais parce que ce qu'ils ressentaient, la lente et pénible prise de conscience d'avoir participé à la destruction d'autrui sans même chercher à comprendre pourquoi, était inexprimable. Gérald Humphrey, l'homme qui avait interpellé Hazel depuis le monument aux morts, cessa de fréquenter le restaurant. Sa femme prétendait qu'il était souffrant, mais de là, observatrice, le vit passer devant la maison d'Hazel à 3 reprises en une semaine, ralentissant à chaque fois, comme s'il rassemblait le courage de s'arrêter. Il ne le fit jamais. Les accusations tombèrent en décembre. Charles Beaumont fut inculpé de 27 chefs d'accusation de fraude, 12 de faux et 4 de maltraitance envers une personne âgée. Ses 2 associés survivants furent inculpés de faits similaires. L'ancien greffier du comté, qui avait facilité le dépôt de faux documents, fut accusé de complot et d'entrave à la justice. Le juge Arian, qui avait pleinement coopéré à l'enquête, fut accusé d'abus de pouvoir, mais bénéficia d'une négociation de peine en échange de son témoignage. La nouvelle parvint à Hazel à 6 heures du matin par l'intermédiaire de Dela, qui arriva avec le Raleigh News and Observer et 2 tasses de café de chez Nell. Assises sur la véranda dans l'air frais de décembre, elles lurent l'article ensemble. Hazel tenait le journal à 2 mains, son souffle formant de petits nuages dans la lumière matinale, lisant chaque mot avec autant de soin et d'attention, sans la moindre réaction visible, qu'elle l'avait fait ces 2 derniers mois. Une fois sa lecture terminée, elle plia le journal et le déposa sur la marche à côté d'elle. « Comment te sens-tu » demanda Dela. Hazel réfléchit sincèrement à la question. Son regard se porta sur la cour, sur le jardin qu'elle avait planté, la maison qu'elle avait reconstruite avec des outils empruntés et des matériaux de récupération, et sur le travail des personnes venues l'aider sans y être invitées. Elle repensa aux 20 années qu'elle avait laissées derrière elle, aux courses matinales glaciales dans la cour de béton, à la nourriture des cantines, aux nuits passées à fixer une tâche au plafond. Elle repensa aux années précédentes, à la maladie de sa fille, aux funérailles, à la petite fille de 7 ans qu'elle avait dû laisser derrière elle. « Je suis fatiguée, dit-elle, et je me sens enfin moi-même. » De là acquiesça, comme si c'était une évidence.
Elles finirent leur café. De là à la quincaillerie. Hazel entra, lava sa tasse, la posa à l'envers sur l'égouttoir et s'assit sur une chaise près de la fenêtre. Puis elle décrocha le téléphone. Dela avait fait installer une ligne fixe la semaine dernière, insistant sur le fait que c'était une question de sécurité, et composa le numéro que Karen Ortiz lui avait laissé. « Ici Hazel Calloway, dit-elle. Je suis prête. Vous pouvez appeler Maya maintenant. » Hazel entendit une voiture avant de la voir. Pas le pick-up de Dela, pas la berline empruntée par Darius. Un autre moteur, plus silencieux, avançant avec plus d'hésitation sur le chemin de terre, comme si le chauffeur doutait d'être au bon endroit. Hazel se tenait sur le perron. Elle y était depuis 2 heures, depuis l'aube. Elle avait balayé le perron, elle avait disposé et réaménagé les chaises. Il y en avait maintenant 2, robustes, des cadeaux de Dela. Elle avait préparé du café sur le réchaud et l'avait versé dans 2 tasses en céramique à fleurs bleues, celles qui attendaient dans le placard depuis 20 ans. Une voiture surgit des arbres. Une berline modeste, bleu foncé, immatriculée en Caroline du Nord. Elle s'arrêta à l'entrée du jardin, là où l'allée rejoignait le jardin. Le moteur resta silencieux pendant une longue minute. Rien ne se passa. Le chauffeur s'installa au volant et Hazel resta sur le perron, une dizaine de mètres de jardin envahi par la végétation et 20 ans de silence les séparant. Puis la portière s'ouvrit. Maya Calloway avait 27 ans. Elle était grande, plus grande que Hazel ne se souvenait d'elle-même à cet âge-là, plus grande que sa fille ne l'avait été. Elle avait le teint de sa mère et la mâchoire de sa grand-mère, et des yeux exactement comme Hazel s'en souvenait, sombres, directs, posant des questions avant même que ses lèvres ne prononcent un mot. Elle portait un manteau gris et des chaussures confortables, et se tenait près de sa voiture, les mains le long du corps, observant la femme sur le perron. Pendant 5 secondes, aucune des 2 ne bougea. Puis Maya traversa la cour, sans courir, sans hésiter, d'un pas mesuré, comme quelqu'un qui avait longuement cheminé vers ce moment et qui voulait savourer chaque pas. Elle monta les marches du perron. Elle s'arrêta devant Hazel. Elle la dominait d'une bonne tête, et son regard posé sur sa grand-mère exprimait tout. Chagrin, colère, soulagement, amour et cette douleur singulière de quelqu'un qui a passé 20 ans à construire son histoire pour finalement découvrir que le chapitre le plus important lui a été caché. « J'ai lu les articles, » dit Maya. Sa voix était calme, mais ce calme avait un prix. Hazel pouvait voir la tension dans sa gorge, la façon dont elle tenait ses épaules, sa mâchoire serrée. « J'ai lu le témoignage du juge. J'ai lu les conclusions préliminaires de l'enquêteur. » Hazel attendit. « Tu les as laissés t'enfermer. » La voix de Maya se brisa, à peine audible sur le dernier mot. « Tu les as laissés t'éloigner de moi, et tu n'as rien dit parce que tu protégeais les autres. »« Oui, je pensais que tu... » Maya s'arrêta, soupira et reprit. « Quand j'étais petite, on me disait que tu étais dangereuse. On m'a dit que tu étais folle. Famille d'accueil, assistante sociale, professeur, tous racontaient la même histoire. Ma grand-mère a perdu la raison et a incendié l'immeuble, et c'est pour ça que je n'avais pas de famille. » Hazel absorbait chaque mot avec la même facilité qu'elle avait toujours eue. « Je les ai crus, » dit Maya. « Pendant des années, je les ai crus parce que j'étais enfant et que ce sont les adultes qui me le disaient. Et que pouvais-je penser d'autre ? Tu étais censé penser ce qui te permettait de survivre, » dit Hazel doucement. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi, que tu survives. » Le sang de Maya se brisa, sans emphase. Elle était trop liée à l'histoire de sa grand-mère pour en faire des tonnes. Mais ses yeux se remplirent de larmes, son souffle se coupa, et elle serra les lèvres en une ligne si parfaitement semblable à celle d'Hazel qu'on aurait dit un reflet du passé dans un miroir. « Quand as-tu cessé d'y croire ?» demanda Hazel. « À la fac de droit, en 2e année. J'ai suivi un séminaire sur le droit immobilier et on a étudié les vols de terres historiques dans le Sud, les transactions frauduleuses, les actes falsifiés, la dépossession systématique des propriétaires terriens noirs. » Maya s'essuya les yeux du revers de la main. « Et j'ai pensé à toi, à l'incendie,
au fait que tu as incendié le cabinet comptable, pas une maison, pas une entreprise, pas une personne, mais le cabinet comptable. Et j'ai commencé à me demander pourquoi cette femme que tout le monde prenait pour une folle s'en prenait au seul bâtiment de la ville où étaient conservés tous les titres de propriété du comté. Elle regarda Hazel avec ses yeux interrogateurs et impitoyables. Alors j'ai commencé à enquêter, à faire des demandes d'informations, à rassembler tout ce que je pouvais auprès des autorités étatiques et fédérales. Je n'ai pas été très loin. La plupart des documents dont j'avais besoin avaient été détruits. Mais j'en ai trouvé suffisamment pour comprendre que cette histoire ne tenait pas la route. Tu as trouvé des incohérences. J'ai trouvé un schéma, le même que toi. La voix de Maya était maintenant furieuse. La faille était colmatée. Grand-mère, j'ai passé 3 ans à essayer de prouver ce que tu savais déjà. 3 ans à reconstituer tout ça de l'extérieur. Et toi, tu avais tous les éléments en main depuis tout ce temps. Tu les avais, tu les as détruits. Tu as passé 20 ans en prison et tu n'as jamais dit un mot. Si j'avais parlé, il serait venu chercher les familles. Pour toi? Je sais. L'expression furieuse de Maya s'est à nouveau effondrée. Encore une fois, je le sais maintenant. J'ai lu le rapport de l'enquêteur. Je comprends les calculs. Je comprends les choix. Elle prit une inspiration tremblante. Mais comprendre, ça n'atténue en rien la douleur. 20 ans. Grand-mère, j'ai grandi sans toi. J'ai grandi en pensant que ma fille était brisée. Hazel tendit la main et prit celle de sa petite fille. Les doigts de Maya étaient longs et forts. C'étaient des mains d'avocate, certes, mais elle serrait les jointures enflées d'Hazel avec la force désespérée d'un enfant qui s'accroche. « Tu viens de quelqu'un qui a fait un choix, » dit Hazel. « Ce n'est pas la même chose qu'être brisé. » Maya observa leurs mains jointes. Elle passa son pouce sur les jointures enflées, la peau rugueuse, les marques de 20 ans de froid, de labeur et de courtoisie. « Je vais arranger ça, » dit Maya. « Je suis avocate. Je fais un stage auprès d'un juge fédéral qui est déjà au courant de cette affaire. Il y aura des poursuites pour obtenir des dommages et intérêts. Les familles qui ont perdu leurs terres méritent d'être représentées, et je veux leur offrir cette représentation. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé, dit Maya en levant les yeux. Je t'ai appelé parce que tu es ma petite fille, répondit Hazel. Pas parce que tu es avocate, pas parce qu'il y a une affaire, mais parce que tu m'as manqué pendant 20 ans. Et je ne voulais plus te manquer un seul jour. Le son que fit Maya n'était pas vraiment un cri. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Le bruit d'un mur qui s'effondre. Elle se blottit contre sa grand-mère, sa haute silhouette se courbant pour s'adapter à la petite taille d'Hazel. Et Hazel la serra dans ses bras comme elle le faisait à 7 ans, lorsqu'elle avait peur des orages, de toutes ses forces, à 2 bras, avec tout son poids. Elles restèrent longtemps sur le perron. L'air de décembre était glacial, mais aucun des deux ne voulut rentrer. La cour était encore envahie par la végétation. La maison était toujours en mauvais état. La ville, en contrebas, se remettait à peine, lisait encore les journaux, et le silence pesant régnait toujours au restaurant. Mais sur ce porche, à cet instant précis, 2 êtres séparés par les mensonges se retrouvèrent grâce à la vérité, et cela suffisait, plus que suffisant. L'hiver s'abattit sur Edon. L'enquête se poursuivit. Les avocats de Beaumont déposèrent des requêtes en irrecevabilité qui furent rejetées. 3 des familles expropriées, représentées par des avocats du programme pro bono du barreau de l'État, intentèrent des poursuites civiles pour récupérer leurs terres ancestrales. De la Sims était parmi elles. Les 16 hectares de terrain de Lorina Sims, aujourd'hui occupés par des résidences secondaires de luxe, devinrent un cas emblématique, attirant l'attention des juristes et des organisations de défense des droits civiques de tout l'État. Hazel ne suivit pas le procès. Elle avait accompli sa mission. La vérité avait éclaté. La justice était en marche. La suite des événements était entre les mains des tribunaux, des avocats et de la lenteur de la justice. Ce qu'Hazel fit était plus modeste, mais plus important à ses yeux. Elle rénova sa maison. Pas d'un coup, elle n'en avait ni l'argent ni l'énergie, mais petit à petit, planche par planche, pièce par pièce. Darius venait les week-ends.
L'acte de propriété arriva accompagné de matériaux qu'elle prétendait être des surplus de quincaillerie, bien qu'Hazel soupçonna que le surplus fût produit spécifiquement à son profit. Un plombier d'Elizabeth City, dont la grand-mère avait perdu 12 acres au profit d'Albemarle Holdings en 1997, se présenta un samedi et installa une pompe à eau à l'évier de la cuisine sans rien lui demander. Elle planta davantage. Les choux verts survécurent aux premières gelées et elle agrandit le potager, traçant des rangs pour les semis de printemps. Choux frisés, tomates, poivrons, haricots grimpants. Elle commanda des graines dans le catalogue que Della avait apporté, notant ses choix au crayon, calculant le rendement et l'espacement, comme elle calculait autrefois les risques et le silence. Maya venait toutes les 2 semaines. Elle arriva samedi matin et repartit dimanche soir. Entre-temps, elles s'affairèrent à des travaux de rénovation, non pas sur la maison, mais sur elle-même. Elles discutèrent, restèrent assises en silence, cuisinèrent ensemble dans la cuisine, désormais équipée de l'eau courante et d'une cuisinière électrique offerte. Elles feuilletèrent la photo qu'Hazel avait conservée dans sa Bible pendant 20 ans. Maya raconta à sa grand-mère la vie qu'elle s'était construite, les familles d'accueil, les bourses d'études, les études de droit. Et Hazel écoutait chaque mot avec l'attention d'une femme qui recense les précieuses choses dont elle a été privée. Un samedi de février, assise sur la véranda sous le faible soleil d'hiver, Maya dit « J'ai quelque chose à te dire ». Hazel attendit. « Je suis allée voir Akriman, le juge, la semaine dernière. » L'expression d'Hazel resta impassible. « Pourquoi ?» Je voulais le regarder dans les yeux. Je voulais comprendre comment un homme pouvait faire ce qu'il a fait et dormir la nuit. « Et tu as compris ?» Maya marqua une pause. Il pleurait sans cesse. Il s'asseyait dans son salon et pleurait comme un enfant, en disant qu'il était désolé. Il disait qu'il pensait à toi tous les jours depuis 20 ans. Il disait qu'il donnerait tout pour revenir en arrière. Tu le crois ? Je crois qu'il souffre. Je crois qu'il est rongé par la culpabilité. Maya marqua une pause. Mais je crois aussi qu'il a fait un choix, tout comme toi, et son choix a été de se sauver. Hazel acquiesça. Quelque chose comme ça. Tu le détestes ? Hazel réfléchit. Elle regarda le jardin, le calepin dont elle avait taillé les branches qui empiétaient sur le porche. Au pied du rosier, assombri par la terre fraîche, devant le moqueur perché sur la clôture tel un petit critique à plumes, « Je n'ai pas de place pour la haine, dit-elle enfin. Elle prend trop de place, et j'ai besoin de planter. » Maya sourit. C'était le premier vrai sourire qu'Hazel lui ait jamais vu. Sans défense, ouvert, sourire d'une personne qui, cessant d'attendre le prochain coup. « Grand-mère Rose », dit Maya, en utilisant le surnom qu'elle utilisait enfant. Ça, que Hazel n'avait pas entendu depuis 20 ans. « Quoi, chérie ? Je peux t'apporter quelque chose la prochaine fois ? Une fois ? Des livres, des ustensiles de cuisine, des choses pour ma chambre. » Hazel la regarda. « T'as la chambre du fond ? Celle avec du papier peint ?» Maya croisa son regard. « Si c'est le cas, toujours mienne, Hazel Callaway, qui n'est pas « j'ai pleuré pendant 20 ans sans jamais obtenir de verdict », l'exécution a eu lieu, et non lorsque la porte de la cellule a claqué, pas lorsque le bus l'a déposé sur le bord de la route piste 11 en combinaison orange, feutrine, comme si quelque chose se détachait derrière son sternum, pas une rupture, mais un dégel, quelque chose de figé. Si longtemps qu'elle avait oublié que c'était de la glace. « C'est toujours à toi, dit-elle. Ça l'est toujours. C'était à toi. » Mars arriva, le forsythia fleurit, le long de la clôture, jaune, en arrière-plan court brune. Noisette s'est agenouillée dans le jardin tôt le matin. Le matin, elle plantait des plants de tomates dans la terre qu'elle préparait en pressant la terre autour de chacune tige avec ses doigts enflés. Air sa santé, la terre retournée et le vert, l'odeur piquante des nouvelles pousses. Dans la maison, la chambre du fond a été vidée, repeint et meublée d'un lit Maya. Je l'ai trouvé dans une friperie à Elizabeth City, dessin au crayon. Jeux,
et grand-mère Ruth accrochées dans un cadre sur le mur au-dessus de la table. Fleurs bleues. Les tasses étaient dans le placard, toutes les 4 encore alignées. Le pick-up de Della s'est garé dans l'allée. Hazel n'a pas levé les yeux de son siège. Elle a entendu la portière se fermer, des pas bottés sur le gravier, a entendu la démarche si particulière de Della. « Bonjour Hazel. »« Bonjour. » Della s'assit sur les marches du perron et observa Hazel travailler. Au bout d'un moment, dit-elle, le rapport du service d'évaluation foncière du comté arriva pour le terrain des Sims. Les 40 acres d'origine, plus une parcelle adjacente expropriée en 1998, le juge a ordonné un réexamen complet des droits de propriété. Hazel planta un autre jeune arbre. « Bien. L'affaire Beaumont a capoté. Il va être jugé. Bien. Patricia Hollis a remporté un prix, celui de l'Association des journaux de l'État, pour ses reportages d'investigation. » Hazel se rassit et regarda Della. Elle le méritait. Elle dit que tu le méritais. Elle dit qu'elle n'a fait que le noter. Hazel retourna à ses plantations. Le soleil se levait et la terre était chaude sous ses mains. Et quelque part dans le catalpa, le moqueur chantait, non pas sa propre chanson, mais les chants d'autres oiseaux. Collecté, emporté et transformé en quelque chose qui n'appartenait à personne et à tout le monde à la fois. Elle pensait à 20 des années, à propos de l'appareil photo, du silence et de la tache de haut plafond. Elle se demandait quel choix elle avait fait, quel en avait été le prix, et si cela en valait la peine. Elle ne répondrait jamais à cette question. Ce n'était pas une question qui avait de réponse. C'était une question que la vie posait. Sa vie, vécue telle qu'un seul choix l'avait imposée. Elle pensa au livre de Maya dans la chambre du fond, au café de Della sur la véranda, aux mains fermes de Darius réparant ce que le temps avait brisé, au vert tendre d'octobre assez vigoureux pour percer la terre gelée. Elle enfonça la dernière pousse dans le sol et se redressa lentement, les genoux tremblants, le dos tendu, les mains noircies de terre. Derrière elle, la maison se dressait, solidement ancrée sur ses fondations, imparfaite, inachevée, mais debout. Tout comme Hazel se tenait là, tout comme la vérité se dévoilait désormais au grand jour, visible à quiconque voulait bien la regarder. Elle s'essuya les mains sur son manteau, monta les marches du perron et s'assit près de Della. Et elles contemplèrent le jardin, en silence.